Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Sonia De Villers. Alors, première question, on vient de l'entendre, on va même tout simplement enchaîner avec la discussion qui vient de se tenir ici sur scène à la Maison de la Radio. Le média vit donc une période de mutation profonde, mutation technologique qui entraîne, on a commencé à en parler, une mutation des rythmes, une mutation des formats, une mutation de la grammaire, de l'écriture, du ton, des sujets. Et la diversité de ce qu'on va pouvoir faire, nous tous, en plus de nos grilles de radio, semble extravagante. Est-ce que vous diriez, Monsieur le Président, que le média audio vit l'équivalent de 1981, vit l'équivalent d'une révolution culturelle digne de l'ouverture des fréquences? Écoutez, je dirais que c'est le paysage médiatique dans son ensemble qui vit une véritable révolution, une véritable transformation. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à ces sujets. Ouais. Et ce que je vis depuis 2 ans et demi comme président du CSA, quelque chose d'assez vertigineux de voir tous les jours ces transformations se mettre à l'œuvre. Un petit mot quand même sur 81, ça a été un changement absolument spectaculaire. Ça a été une libération au sens strict, à la fois de la bande FM, bien évidemment, mais ça a été une libération pour la société aussi. Il faut se rappeler ce qu'était le paysage radiophonique avant. C'était un monopole d'État, avec quelques radios périphériques parce qu'elles émettaient à l'extérieur du territoire métropolitain, puisqu'elles n'étaient pas autorisées en France, et puis il y avait quelques radios pirates. Avec la libération de la bande FM, c'est une floraison de radios qui ont pu accéder à cette bande. Et la régulation, elle a vu le jour à ce moment-là. On a créé la régulation précisément pour organiser ce jardin, non pas à la française, puisque le paysage radiophonique, c'est plutôt un jardin à l'anglaise. Et aujourd'hui, toute proportion gardée, c'est effectivement ce qu'on vit. Pour la radio, on est en train d'organiser la radio numérique terrestre, qui est un nouveau mode de diffusion qui apportera plus de qualité de son, plus de confort en mobilité pour les auditeurs. Et effectivement, le média radio se transforme puisqu'il se diffuse par d'autres canaux. La radio numérique, je viens de l'évoquer, mais aussi Internet de plus en plus avec les web radios qui démarrent. Et puis on a effectivement de grands acteurs qui sont arrivés dans le paysage. Pour les radios, l'un des éléments très importants, c'est les plateformes de streaming musical, bien évidemment, qui sont des concurrents extrêmement puissants, qui, eux, n'entrent pas dans le champ de la régulation. Donc oui, c'est une mutation très profonde, et le parallèle dans la télévision, alors là, est tout à fait spectaculaire, avec des mouvements de concentration très impressionnants. On va y revenir. Il y a pratiquement une annonce par semaine en ce moment aux États-Unis qui sont impressionnantes par les chiffres en jeu. C'est ça. Alors, les années 80 dans l'audiovisuel, il y a eu les grands gagnants, il y a eu aussi des perdants. Le paysage s'est totalement reconfiguré, vous venez de nous le rappeler. Aujourd'hui, les uns, on va s'en tenir aux médias audio, à la radio, les uns entament ce qu'on appelle une plateformisation, c'est-à-dire l'idée c'est de conserver des flux puissants tout en démultipliant les contenus sur des supports numériques. Et les autres risquent tout simplement leur peau en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des stations de radio qui sont menacées de disparition. Ma question, c'est comment réguler les uns et comment sauver les autres. On va commencer par les plus fragiles qui viennent de vivre une année particulièrement difficile, Roch-Olivier Mestre. C'est vrai, le média radio dans son ensemble a plus souffert, je dirais, que le média télévisé. Notamment, les recettes publicitaires ont chuté plus fortement pour la radio que sur la télévision, grosso modo moins 14% sur l'année écoulée. Donc ça a été une année très dure, et il faut tirer un coup de chapeau à la radio parce qu'elle est restée très présente, des radios associatives jusqu'aux grandes radios nationales, pour répondre aux attentes des auditeurs, plus d'informations, plus de divertissement, plus de services. Alors, pour répondre à votre question, il faut bien avoir en tête que le fil rouge de notre régulation, c'est le pluralisme. C'est ça que dit la loi de 86. On doit avoir une pluralité d'acteurs. Et ce paysage tel que le régulateur l'a organisé et continue à l'organiser aujourd'hui, c'est un paysage pluriel, avec plus de 1000 radios en métropole et outre-mer. Et dans ce paysage-là, vous avez des radios associatives, un peu moins de 600, donc c'est considérable. Des radios locales, des radios régionales, des radios nationales, des radios associatives, des radios commerciales, des radios de service public. Et cette pluralité, c'est vraiment le fil rouge, et ça restera le fil rouge, y compris dans le déploiement du DAB+ pluralisme des années 80 qui reposait sur un modèle économique qui était celui de la publicité. Oui, c'est vrai. Modèle mis à mal aujourd'hui. C'est vrai. Alors, il y a des outils qui sont mis en place en parallèle. Donc, il y a le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est financé sur les crédits de l'État, crédits qui tendent à progresser pour accompagner notamment les radios les plus fragiles, et en particulier les radios associatives. C'est un élément de l'économie qu'il faudra prendre en compte dans l'évolution du paysage de demain.
très tôt, dès que la pandémie s'est développée, nous avons été à l'écoute de tous les acteurs. Nous avons plaidé pour des dispositifs de soutien aux radios. C'est comme ça qu'a été créée l'aide à la diffusion qui a été mise en place il y a à peine quelques semaines, qui constituera un ballon d'oxygène important pour les radios. Il faut un accompagnement, effectivement, pour les radios, compte tenu de l'évolution du modèle. Comment réguler les autres? J'en viens à la deuxième partie de ma question. Dans un domaine où l'offre et les enjeux se transforment peut-être plus vite que le régulateur ne se transforme lui-même. Vous avez évoqué le DAB. Évidemment, on vient de sortir d'une table ronde autour des podcasts qui n'entrent pas dans votre champ de régulation. On a parlé des enceintes connectées. On est face à des plateformes immenses qui sont à la fois des supports de diffusion et en même temps des concurrents. Ce qui pose plein de questions, ce qui interroge sur leur neutralité ou leur non-neutralité. Quels sont vos moyens en tant que régulateur? Alors, les évolutions de la législation nous concernant donc, portent principalement sur les réseaux sociaux. Oui. Donc avec la loi sur les infox de décembre 2018 qui impose aux réseaux sociaux de déployer des moyens pour lutter contre les infox, qui nous donne une mission de supervision. Avec la loi séparatisme qui est en débat au Parlement, on va avoir un dispositif de même nature pour les contenus haineux sur Internet. Et puis surtout, ce qui est en gestation sur ce sujet majeur, c'est un projet de règlement européen, un double règlement européen, qu'on appelle le DMA, le DSA, Digital Market Act and Digital Services Act, qui a été porté par Thierry Breton, qui est en cours d'examen, en cours de discussion, et que la France espère faire atterrir au cours de sa présidence de l'Union au début de l'année prochaine. Et ça, c'est des textes qui vont instaurer un nouveau régime de responsabilité pour ces grands acteurs, à la fois au regard du droit de la concurrence avec le DMA, et sur les problématiques de contenu avec le DSA. Alors, pour la radio, il y a un sujet qui était effectivement important, c'est celui des plateformes de streaming musical, qui ne sont aujourd'hui pas régulées, alors que les radios sont soumises, par exemple, à un régime de quotas pour les chansons françaises. Et c'est vrai que là, il y a une asymétrie. On commence à la corriger pour l'audiovisuel avec les obligations qui vont être imposées à Netflix, Amazon Prime, Disney+, au titre de la directive SMA, mais on n'a pas le pendant. Directive européenne qui a été transposée en droit français. Transposée au mois de décembre de l'année dernière dans notre droit, et qui va nous amener, nous, régulateurs, à conventionner ces grandes plateformes de vidéo par abonnement, mais on n'a pas l'équivalent aujourd'hui. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer l'équivalent d'une directive SMA pour le. Alors une directive pour l'audio. Peut-être pas, mais on pourrait tout à fait imaginer un dispositif de régulation. Ça avait été plaidé lors du précédent projet de loi qui a été examiné par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale l'année dernière. On l'avait réévoqué, nous, dans notre avis sur le projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement. C'est pas pour l'instant dans le périmètre, mais ça serait tout à fait concevable. Et ça serait assez juste, déjà, d'avoir un partage des données pour savoir exactement ce qui se passe sur ces plateformes, pour avoir une vraie visibilité et bâtir un schéma de régulation demain. La régulation, pendant 40 ans, elle n'a cessé de s'adapter à l'évolution du paysage. Aujourd'hui, on est face à de nouvelles évolutions, et donc il faudra bien que cette régulation continue à progresser. En tout cas, c'est l'ambition qu'on porte. Dernière question, un nouvel actionnaire au sein du groupe Lagardère, qui est le même que celui de Vivendi, le projet de rapprochement TF1 M6. Les uns déplorent le manque de pluralisme à venir du paysage médiatique français. Les autres, au contraire, encouragent les groupes français à grossir face aux plateformes et aux plateformes américaines et aux GAFA. Quel est votre avis sur la concentration, votre avis de régulateur? Je pense qu'il y a un mouvement de concentration qui est effectivement à l'œuvre. Alors aux États-Unis, c'est particulièrement spectaculaire. On a vu la semaine dernière l'annonce du rachat du studio Metro-Goldwyn-Mayer par Amazon. On avait eu la semaine précédente Warner et Discovery qui s'étaient rapprochés. Les opérations autour de Disney il y a quelques semaines. Ce sont de véritables géants sur le marché des droits, en matière de production audiovisuelle et cinématographique, mais aussi en matière de droits sportifs. Roland-Garros, cette saison, est en partie diffusée par Amazon. Et donc, pour faire face à ce marché des droits, il faut aussi avoir des acteurs puissants. C'est l'ambition qui est portée par ce projet. En même temps, j'insiste là-dessus, le fil rouge, une fois encore, de notre régulation, c'est la préservation du pluralisme. Le pluralisme, c'est pas seulement le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, c'est ça bien évidemment, mais c'est aussi la pluralité des acteurs. Et donc le CSA, dans sa régulation, dans l'examen de cette opération qui va être au long cours, c'est une affaire qui va nous occuper pendant pas loin de 18 mois, sera amené à consulter l'ensemble des acteurs, mener une étude d'impact pour peser le pour et le contre et préserver les équilibres d'ensemble de notre paysage. Roch-Olivier Mestre, président du CSA, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Sonia.